Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous commençons notre série, enfin, nous continuons la série sur la politique française et nous allons commencer donc les différents pôles de la politique française et nous commençons aujourd'hui donc par l'extrême droite en France. Euh, donc l'ordre est juste par rapport à ce que j'ai trouvé lorsque j'ai recensé les partis sur, je me suis servi de Wikipédia, donc n'y voyez aucune considération idéologique. Ça sera extrême droite, droite, centre, gauche et écologiste et extrême gauche. Voilà comment je répartirai les vidéos. Comme d'habitude, c'est un sujet, j'ai envie de dire, sensible. Enfin, c'est purement politique. Donc, forcément, peut-être que mon opinion apparaîtra dedans. J'essaye de faire surtout avec des avis en fait d'experts, de journaux, de la presse, même si eux aussi ont leur propre avis, donc c'est difficile de jongler. J'essaye de faire avec un peu tout le monde. Voilà, donc vous aurez beaucoup de choses qui viennent du Monde, du Figaro, de Valeurs Actuelles, de Libération, voire de l'Humain aussi. Enfin, voilà, j'essaie de faire d'utiliser toutes les presses. Mais forcément, c'est un sujet purement politique. Donc, il est possible que sans faire exprès, mon opinion ressorte à travers ces analyses. Quoi qu'il en soit, nous allons donc dans cette vidéo, et j'essaierai de faire à peu près la même chose, en tout cas pour les autres vidéos, nous allons voir le principal parti politique. Nous essaierons de voir des personnalités autour de ce parti, et surtout son programme, que je vais essayer un peu, d'aller un peu dans le détail, sans vous réciter tout le programme, mais voilà et vous montrer à quel point cette part de la politique française et tel ou tel parti ont un impact sur notre politique aujourd'hui et sur nos institutions. Et ensuite, j'essaierai de vous montrer donc ce qui va être rattaché, des associations, enfin d'autres partis d'abord, d'autres partis, les différences avec le principal parti. Je vais pas faire tout le programme pour tous les partis, hein. Je vais juste essayer de montrer les différences, faire des espèces de blocs au sein même des grands blocs. Et puis ensuite, je vais faire voilà, une partie avec organisation de jeunesse, syndicats, presse, donc tout ce qui va être autre, qui va être donc pour cette vidéo de l'extrême droite et pour les autres, des autres tendances. Vous voyez en fond, on a la croix celtique. La croix celtique, c'est un symbole de l'extrême droite française depuis à peu près la fin de la Seconde Guerre mondiale. Euh, il faut savoir que l'extrême droite française n'est pas composée uniquement de vichistes. Il y a toute une frange de l'extrême droite française qui a lutté contre l'occupation et contre le régime de Vichy. Alors, généralement, il y en a moins qui ont lutté contre le régime de Vichy, même si certains considéraient que Vichy était des traîtres. Mais vous avez toute une part des royalistes et d'ultranationalistes ou de germanophobes, je sais pas comment on dit, mais le rejet, la xénophobie de toute façon de base et envers surtout les Allemands, on peut en trouver aussi envers les Italiens, qui vont se mobiliser. Ça veut pas dire que certains n'étaient pas antisémites, la plupart l'étaient, chez les royalistes notamment, que certains ne pouvaient pas être d'accord avec le fait qu'on renverse la démocratie comme l'a fait Pétain ou quoi, mais voilà, ils estimaient que c'était pas sous le joug de l'Allemagne que ça devait se faire et que la France était dans une mauvaise posture. Et donc on va avoir des groupes de résistants qui vont s'unir après au reste de la résistance, hein. Juste au début, la résistance n'était pas fédérée, et donc ils vont plus ou moins reconnaître De Gaulle, ils vont plus ou moins collaborer avec le MI6, c'était pas encore le MI6 en Angleterre, mais l'intelligence service. Ils vont le faire parce qu'ils espèrent profiter après du chaos qu'il peut y avoir à la libération pour prendre le pouvoir, comme vont le faire les communistes, comme vont l'espérer les communistes. Mais du coup, il y a toute une frange de l'extrême droite qui était proche de Pétain,
qui n'a pas accepté le choix de Pétain, mais du fait d'être proche de Pétain, qui a pu avoir accès à de nombreux postes stratégiques, et qui d'abord comptaient renverser Pétain, et ensuite se sont alliés avec la résistance, et donc on a pu avoir au sein des ministères très haut placés, des conseillers, des militaires, des gens même voilà quasiment ministres qui résistaient et qui alors là ils étaient plutôt dans le rôle d'espion au final. Voilà un peu pour l'histoire de l'extrême droite depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors parce qu'on a souvent l'idée de l'extrême droite collabo, et il y a eu des collabos à l'extrême droite, c'est peut-être là où il y en a eu le plus parmi les gens d'extrême droite. Mais voilà, chez une part de l'extrême droite, il y a l'attachement nationaliste très fort qui fait que beaucoup n'ont pas accepté la défaite de la France aussi. Pas forcément, voire quasiment aucun pour des raisons d'attachement à la République, hein, mais pour voilà une volonté d'indépendance de la France. Nous allons commencer du coup tout de suite par la présentation du plus grand parti aujourd'hui d'extrême droite français, qui n'est autre que le Rassemblement national. Alors pourquoi le plus grand parti d'extrême droite français? Parce que aux dernières élections, que ce soit européennes, qu'on peut voir dans le tableau ici, c'est eux qui ont fait le plus gros score. Et d'ailleurs on peut voir que, alors il y a eu un petit creux, mais sinon leur voix aux élections européennes ne font qu'augmenter. Ils ont eu une trentaine d'élus au Parlement européen. C'est le premier groupe au Parlement français, à l'Assemblée nationale. Alors, c'est pas la première, mais c'est le premier groupe, avec 116 députés. Donc pareil, on voit là aussi que les voix, à part un petit creux, voilà, 2007, 2002, sinon leur voix n'en fait quasiment qu'augmenter. Et là où ils ont le plus de mal, en fait, c'est au Sénat, parce qu'ils ont quasiment aucun élu locaux. Et donc, ils arrivent très peu à envoyer de sénateurs. Et comme ils ont très peu de partis alliés, parce que le Front républicain marche même au sénatorial, donc des fois il y a des alliances entre la droite et la gauche pour éviter que des sénateurs Rassemblement national n'arrivent au Sénat. Donc c'est pour ça qu'ils ont qu'un tout petit groupe encore. Et si on regarde même au présidentiel, on voit que les deux dernières présidentielles, Marine Le Pen était au deuxième tour, et que son nombre de voix augmente à chaque fois entre les deux. Donc c'est une vraie montée en puissance du Rassemblement national, qui aujourd'hui est quasiment le premier parti français en soi. C'est peut-être pas la première alliance, mais c'est le premier parti français. Ils n'ont certes pas le président, mais ils ont le plus grand groupe d'élus au Parlement européen, le plus grand groupe au Parlement français. Il leur manque voilà une base dans les locales, et il leur manque encore la présidentielle. On verra en 2027 ce qu'il en sera. Donc là, vous avez le logo du Rassemblement national. Le Rassemblement national vient du Front national, qui justement a fait beaucoup de polémiques parce qu'il vient de beaucoup d'anciens collabos. Alors c'est pas directement le Front national qui est né d'anciens collabos. En fait, il y a un premier parti d'anciens collabos qui ont réussi à ne pas être condamnés, qui s'est formé, qui a formé un deuxième parti ensuite, et enfin ils ont formé le Front national. Et en fait, à chaque fois, ils essayaient d'enlever des figures, enfin, les figures qui étaient sur le devant de la scène, essayaient de se retirer, de devenir plus conseillers ou dans l'ombre. Ça veut pas dire qu'ils n'étaient pas des partis, mais le but étant de faire émerger des figures qui n'avaient pas de grand passé vichiste. Donc je vous ai mis à côté le logo du Rassemblement national jeune, la section jeune du parti. Donc je vais vous faire un petit topo sur le programme. Bon, petit, c'est une façon de parler, parce que j'essaierai pour tous quand même, tous les gros partis de chaque bloc, de faire
une bonne partie du programme, histoire de vraiment se rendre compte sur tous les plans ce qu'ils proposent. Euh, donc, bon, ce sur quoi le Rassemblement national s'est fondé, le Front national d'abord et le Rassemblement national ensuite, ça a toujours été sur l'opposition à l'immigration. Ça l'est de moins en moins, ils essaient d'avoir d'autres thèmes à aborder, mais c'est là-dessus que notamment Jean-Marie Le Pen a commencé. Il y a les fameuses affiches avec 3 millions de chômeurs, c'est 3 millions d'immigrés en trop. Enfin, je dis 3 millions parce qu'à l'époque, à une époque où c'était 3, c'était 5 millions d'immigrés en trop, etc. Et donc, le Rassemblement national aujourd'hui s'oppose toujours à l'immigration. Ils veulent restreindre l'accès aux postes stratégiques de la fonction publique, notamment aux personnes qui détiennent la double nationalité. Ils veulent ils veulent qu'on ait de nouveau nos frontières souveraines, plutôt europhobes. L'idée sur l'Europe est quand même assez floue parce qu'il y a eu de grands changements. Et si on se base sur les propositions aux dernières européennes, le Rassemblement national ne souhaiterait plus quitter l'Europe, ne souhaiterait plus quitter l'euro, comme il fut un temps, mais souhaiterait euh, la, la, f- la fin de l'Europe actuelle et qu'on soit plus sur une Europe de discussion, mais quasiment pas politique. Il y a aussi l'idée de la priorité nationale qui est très très présente dans le Rassemblement national, avec l'idée donc que on devrait changer notre constitution et notre droit afin d'y inscrire la priorité nationale qui permettrait en fait aux Français d'avoir d'abord accès à certaines choses plutôt qu'aux étrangers. Enfin, comment dire, parce que c'est assez délicat comme sujet, mais c'est une volonté en fait que si on ne peut pas établir quelque chose pour tout le monde, alors on l'établit soit que pour les Français. Et si on a des demandes pour un accès à un logement étudiant par exemple, on les attribue d'abord aux Français et après on voit s'il reste de la place. C'est surtout ça l'idée de priorité nationale. Sur le thème économique, dans le dernier programme, alors là c'est surtout aux législatives et aux dernières présidentielles, on trouve l'idée de créer un fonds souverain pour de la réindustrialisation, notamment dans le nucléaire, la technologie et une aide aux PME et TPE et TPME. Donc le but, ça serait de trouver 500 milliards d'euros d'ici 2027. Euh, donc, il souhaite aussi augmenter les salaires de 10%, sans charge sociale ni fiscale, et réduire la TVA sur l'énergie. C'est les principales idées qui sortent du Rassemblement national. Donc on est sur une politique économique interventionniste, pardon. Cet interventionnisme donc peut être vu comme une politique de gauche et on parle parfois de l'eupénisme de gauche par exemple ou d'extrême droite de gauche. Certains, pour dénigrer un peu le parti, vont préférer dire que c'est un parti attrape-tout ou, euh, ou d'extrême droite populiste. Le but, en effet, est d'attirer les personnes qui ont le plus besoin voilà, de la baisse de la TVA, d'une augmentation des salaires. Alors, pareil, l'augmentation des salaires, on ne sait pas trop comment ils souhaiteraient la mettre en place. Et on voit qu'en tout cas ça marche puisque aux dernières européennes, 52% des ouvriers auraient voté Rassemblement national et je crois qu'on est à 35%. Il faudrait que je vérifie les chiffres. Mais on était à une part un peu plus faible, mais très haute quand même, chez les employés. Donc ils sont les deux catégories sociales qui généralement ont le plus de difficultés.
Sur le thème de la justice, on va trouver surtout la volonté euh, de moins de laxisme, de plus de peines dures, du renvoi de trouver des moyens de renvoyer à tout prix les délinquants étrangers, et une question est floue sur l'établissement de la peine de mort lors des dernières législatives. Une grande part des députés Rassemblement National se disaient pour, mais celui qui menait la campagne, Jordan Bardella, n'a jamais réellement donné d'éléments. Donc on ne sait pas vraiment ce qu'il en est. Mais on sait que, en tout cas, il y a une grande base d'élus qui se sont déclarés pour. Côté climat, je cite Le Monde cette fois-ci, qui dit que le Rassemblement National souhaite s'opposer à toute mesure contraignante face au changement climatique, espérant gagner des parts électorales dans le cadre d'une opposition entre urbains d'une part et ruraux. Parce que ils ont aussi remarqué que la plupart de leurs élus sont ruraux ou périurbains. Même si certains remettent en cause cette analyse, et il y a un ouvrage il y a pas si longtemps, enfin un ouvrage, c'est surtout une étude, montrant qu'en fait ce n'est pas tant l'endroit où on habite qui dicte notre vote, Rassemblement national ou non, mais c'est voilà les études. On estime que les personnes sans études à bac plus 2 sont plus à même de voter pour le Rassemblement national, et ces personnes vont plus se retrouver euh, dans les milieux ruraux ou périurbains. Et ce qui va faire la différence entre l'extrême gauche, c'est plutôt l'âge. Déjà, les très jeunes, on va dire les 18-24 ans, vont moins voter Rassemblement national. C'est à partir de 24 ans que se fait le changement, entre guillemets. Et le fait d'être, alors j'aime pas ce terme parce qu'il est un peu américain, mais aux États-Unis on dirait racisé ou non. Parce que même si en France les études par rapport à l'origine ethnique sont interdites, on remarque quand même que dans les cités qui sont plutôt réputées pour, euh, pour qu'il y ait des gens issus de l'immigration, euh, sont celles qui vont voter le moins Rassemblement national avec les centres-villes, euh, et qui ont généralement le même niveau. Ce sont aussi des gens qui ont le même niveau de diplôme, la même situation par rapport à des gens ruraux. Euh, mais donc en fait, on se rend compte que les ruraux qui seraient issus de l'immigration euh, sont moins à même aussi de voter Rassemblement national. C'est pas tant ruraux contre urbains, mais c'est le niveau de diplôme surtout, et le fait d'être issu de l'immigration ou non. Alors quand je dis issu de l'immigration, je parle de l'immigration extra-européenne. C'est-à-dire que généralement une immigration européenne ne change pas d'idée de vote ou non Rassemblement national par rapport, par rapport à une personne non issue de l'immigration. Mais les personnes issues alors de l'Europe de l'Est, si tout de même, et du Maghreb ou de l'Asie centrale, Proche-Orient, Moyen-Orient, euh, ou de l'Afrique, plus à même, sont moins à même à voter Rassemblement national, et plus extrême gauche pour une condition de pas d'études à bac plus 2 euh, et ne pas habiter dans les centres-villes. Voilà, donc un peu sur les personnes qui vont voter pour. Et donc je reviens au changement climatique. Le Monde estime que c'est l'un des partis qui prône le moins la lutte contre le changement climatique, et qui serait le plus climato-sceptique. Je vais partir cette fois sur l'international. Alors on sait qu'il y a eu via Thierry Mariani notamment de nombreuses relations avec l'étranger, notamment avec le Parti communiste chinois, avec la Syrie de Bachar el-Assad, ou avec l'Azerbaïdjan.
Je reviendrai un peu après sur la Russie. Pour ce qui est du Parti communiste chinois, entre 2020 et 2022, les eurodéputés ils vont voter contre la condamnation des violations des libertés fondamentales à Hong Kong par la Chine, contre la condamnation des exercices militaires et de l'intimidation envers Taïwan. Et ils vont, non pardon, pour ça ils vont s'abstenir. Pour ça ils vont s'abstenir et ils vont s'abstenir aussi lors du vote sur d'une résolution sur le travail forcé des Ouïghours et l'accusation de génocide contre la Chine. Euh, L'arrivée de Marine Le Pen va changer aussi la ligne par rapport au conflit au Moyen-Orient du parti. Parce que là où Jean-Marie Le Pen était plutôt pro-palestinien, comme toute une partie de l'extrême droite française du fait de l'antisémitisme en fait, Marine Le Pen, elle va plutôt avoir une ligne pro-israélienne en jouant plus sur l'islamophobie présente en France. Ça, je le tire de Libération. Euh, le Rassemblement national va aussi avoir la volonté de faire des alliances avec des partis autour européens, ce qui n'était pas le cas du Front National. Et donc il va y avoir le Fidesz, je m'excuse pour la prononciation, le Fidesz hongrois, le parti de Viktor Orban, euh, la- le, le parti Droit et Justice de Pologne, la Ligue italienne de Salvini en Italie, et il y avait aussi les Allemands jusque-là. Le but étant donc de faire cause commune avec l'extrême droite européenne, alors que jusque-là, l'extrême droite européenne était totalement divisée et n'avait aucun poids au Parlement européen du fait de ces divisions. Enfin, Marine Le Pen est opposée à tout élargissement de l'UE, à quelque pays que ce soit, notamment donc à l'Ukraine ou à la Moldavie. Et le, le FN puis le RN va devenir de plus en plus pro-russe à partir de 2012, avec des visites régulières de Marine Le Pen et d'autres membres du FN puis du RN, notamment Thierry Mariani en Russie, avec un soutien à l'annexion de Crimée en 2014. Et il a été prouvé qu'ils ont bénéficié d'une aide financière russe dès 2014, justement. En 2020 et 2021, les députés RN votent contre la résolution condamnant la tentative d'assassinat de l'opposant Navalny. Ils ne veulent pas refuser, ils refusent pardon, de condamner les violations de droits humains commis par le groupe Wagner, de refuser de la condamnation de l'attaque, enfin de la mise en danger des troupes françaises en Afrique subsaharienne par le groupe Wagner. Il vote contre une résolution condamnant la répression de la société civile en Russie. Il s'oppose à une résolution qui soutient l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Et contre une résolution qui condamne le déploiement militaire de la Russie en Ukraine. À l'entre-deux tours des élections législatives françaises 2024, donc là tout récemment, la Russie a apporté son soutien officiel au Rassemblement national. Donc voilà pour les liens avec l'étranger. Sur la question assez épineuse pour le parti de l'égalité homme-femme, ils vont finalement s'opposer en 2020 à une résolution qui cherche à condamner les écarts de salaire femmes-hommes,
contre une résolution qui condamne la réglementation polonaise sur le droit à l'avortement, qui a été restreint. Et il vote contre un texte qui demande de la formation d'un conseil sur l'égalité des genres. En 2021, ils vont voter contre une résolution du Parlement européen sur les enjeux des droits des femmes en Europe. Contre une résolution qui s'appelait MeToo et harcèlement, conséquences sur les institutions de l'Union européenne, qui voulait mettre en place des enquêtes sur des cas de harcèlement sexuel au Parlement européen. Il y a aucun député qui ne vote la loi Rixen à l'Assemblée nationale, qui visait à accélérer l'égalité économique et professionnelle entre les hommes et les femmes. Ils défendent une proposition de loi visant à soutenir les femmes qui souffrent d'endométriose en 2023. Mais juste avant qu'arrive cette proposition de loi, ils la retirent finalement, sans donner de raison particulière. Ils s'opposent tous à l'unanimité en 2021 au projet de loi bioéthique qui prévoit l'autorisation de la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes. Pour les droits LGBT, ils vont voter contre une résolution qui s'inquiétait du nombre croissant d'agressions contre les LGBT+, dans l'Union européenne. Contre une résolution qui demandait la mise en place de zones libres, de zones de protection des LGBT. Il refuse de déclarer l'Union européenne zone de liberté LGBT. Il vote une résolution condamnant il vote contre la résolution condamnant la loi hongroise censée renforcer les droits des enfants, mais qui contenait des amendements associant l'homosexualité à la pédophilie. En fait, c'était une loi donc hongroise qui visait à protéger les enfants, mais à l'intérieur, l'homosexualité était rapprochée à la pédophilie, et donc il était interdit de parler d'homosexualité dans plein de cas. Et le Parlement européen a voulu condamner cette loi, et le Rassemblement national a voté contre la condamnation de cette loi. Et il y a tout un tas d'autres choses sur lesquelles ils se sont opposés. Je ne peux pas parler de tout. Quant à la santé, lors de la campagne présidentielle de 2022, Marine Le Pen, elle promet de renforcer les effectifs dans les EHPAD et à l'hôpital. Elle souhaite supprimer les agences régionales de santé, dont elle dénonce l'inutilité, et elle veut placer les établissements de santé sous la tutelle des préfets de région. Elle refuse l'installation des médecins étrangers et défend l'incitation financière pour l'installation de jeunes médecins français dans les zones sous-dotées de médecins, notamment une rémunération modulée en fonction du lieu d'installation. Elle veut aussi supprimer l'aide médicale d'État qui permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins. Donc voilà pour un petit tour sur le programme Rassemblement national en évoquant santé, économie, immigration, sécurité, justice et international. Pour la sécurité, pardon, j'ai oublié un investissement massif dans la police et la gendarmerie, création de nouvelles casernes et le fait de défendre coûte que coûte quand les forces de l'ordre sont mises en examen, par exemple pour des violences policières. Le but est de créer, alors c'est assez flou parce qu'il parle de présomption de légitime défense tant qu'il n'est pas condamné, mais normalement c'est déjà le cas dans la loi actuelle, donc pareil, c'est une part assez floue de leur programme. Quant à l'éducation, il n'y a pas vraiment de programme, c'est rétablir l'autorité à l'école surtout, et
et surtout une volonté de d'enseigner surtout les maths et le français à l'école primaire, parce qu'on retrouve surtout. Et, euh, et ensuite, il y a la partie de la retraite, avec la volonté d'une retraite. Alors là, j'ai pas très bien compris. Pareil, c'est assez flou parce qu'il y avait un programme à la base qui voulait la retraite à 62 ans. Mais Jordan Bardella a parlé de plus d'âge, mais finalement une obligation de cotiser 24 annuités. Donc si on commençait à travailler à 20 ans, ça serait 64 ans, et si on commençait à travailler à 24 ans, 68 ans, et si on commence à travailler à 18 ans, ça serait donc 60, 60 ans, 62 ans, pardon. Et c'est là qu'on retrouve l'idée que c'est vraiment s'adresser au bac plus, au pas d'études à bac plus 2. C'est que ben, si on commence à 16 ans, on peut partir dès 60 ans, alors que si on fait des études, euh, c'est euh, c'est de partir à la retraite beaucoup plus tard. Et c'est là qu'on voit vraiment une volonté aussi de plaire finalement aux gens qui font assez peu d'études. Euh, euh, alors je ne critiquerai pas, je ne dirais pas que c'est bien ou que c'est mal, mais c'est vraiment une stratégie électorale. C'est ça que je veux faire passer comme message. N'y voyez en aucun cas une volonté de critiquer ou de dire que c'est bien, c'est la stratégie du parti. C'est un toit comme ça qu'elle est analysée par plusieurs spécialistes. Les principales figures, on va trouver Louis Alliot, qui est vice-président du parti et qui était un fidèle du parti. L'ancienne présidente du parti, qui était triple candidate à l'élection présidentielle, Marine Le Pen, qui est la fille donc du créateur du parti, Jean-Marie Le Pen. Le nouveau président qui était tête de liste aux dernières européennes, qui était vu comme Premier ministre si le Rassemblement national gagnait, Jordan Bardella. La vice-présidente de l'Assemblée nationale qui était avant vice-présidente, je ne sais plus quel rôle elle a. Elle est vice-présidente du Rassemblement national, ce qui est sûr aujourd'hui, et elle a un rôle important. Madame Laporte. On va trouver Sébastien Chenu, qui lui est assez important dans les médias, qui prend beaucoup la parole. Thierry Mariani, donc qui est pas directement au Rassemblement national, mais qui a une grande part, qui travaille beaucoup pour le Rassemblement national à l'étranger, donc. Et on va trouver, pardon, j'ai mangé son nom, c'est l'un des porte-paroles du Rassemblement national qu'on trouve le plus dans les médias. Et alors là, je vous avoue que j'ai un trou, je mets pause et on se retrouve juste après avec le nom. Voilà, j'ai retrouvé, c'est Jean-Philippe Tanguy, qui est souvent dans les médias lui aussi, qui est souvent celui qui fait les rappels au règlement à l'Assemblée nationale aussi, et qui est souvent connu aussi pour ses rôles d'orateur au sein du parti. Voilà pour les quelques figures d'importance. Donc maintenant, je vais essayer d'aborder quelques autres parties avec quelques autres figures. Donc en haut, j'ai mis des groupes qui vont être plus de l'extrême droite complotiste, j'ai envie de dire. Donc on va avoir Nicolas Dupont-Aignan avec son parti Debout la France. Nicolas Dupont-Aignan, c'est les candidats au présidentiel 2017-2022. Il était député pendant beaucoup d'années dans sa circonscription de l'Essonne. Il n'a plus été là lors des dernières législatives, mais donc c'est une figure assez connue des bancs d'assemblée. Bon, il a fait des petits scores au présidentiel, et en 2017, il s'est allié à Marine Le Pen au second tour, et il y avait dans les plans notamment d'être son premier ministre si jamais elle était élue. On va trouver le parti Voix du Peuple, qui était avant le parti chrétien-démocrate. Alors, il n'a rien à voir avec les partis chrétiens-démocrates qu'on retrouve notamment en Amérique du Sud ou dans d'autres pays aussi, qui eux sont beaucoup plus centristes. Non, là c'était plus un parti qui essaie de défendre des valeurs très traditionnelles,
notamment avec la personne de Christine Boutin, qu'on peut voir ici, qui est connue pour ses prises de position très radicales, très conservatrices, avec des paroles assez chocs, assez des fois très très limites, voire illégales, qui a aussi donc eu des paroles assez complotistes. Et donc elle est du parti La Voix du Peuple avec Monsieur Poisson. La Voix du Peuple est aujourd'hui alliée à Reconquête, sur lequel je reviens juste après. On a le mouvement Les Patriotes qui, comme Debout la France, se veut très très proche du peuple. Il est présidé par Monsieur Florian Philippot, ex numéro 2 du Front National, pardon, et qui est parti du parti quand il est passé au Rassemblement National, parce que voilà, lui, il voulait rester sur un parti beaucoup plus proche et beaucoup plus populaire, et il était contre l'idée de ne plus finalement sortir de l'euro, de ne plus sortir de l'OTAN, de ne plus sortir de l'Union européenne. Donc c'est pour ça qu'il a monté son propre parti. Notamment, ils avaient fait une liste en 2019 où ils essayaient de se mélanger avec un collectif de personnes ayant participé au mouvement Gilets jaunes. Il est connu aussi pour ses prises d'opposition complotistes, notamment lors du Covid. On va trouver François Asselineau avec l'Union populaire républicaine. Alors lui, c'est une extrême droite surtout pour essayer de sortir le plus possible des organisations internationales. Sortir de l'Union européenne, sortir de l'OTAN, sortir de l'euro, sortir de l'espace Schengen, alors je crois que c'est l'OMC dont il veut sortir aussi, reprendre un total contrôle de notre commerce, de nos frontières. Calmer l'immigration. Mais voilà, l'immigration n'est pas son fer de lance, contrairement à d'autres. C'est surtout le souverainisme. On va trouver l'alliance... qu'est-ce que j'ai fait? L'alliance royale, en tout cas. Donc, un parti royaliste. On va trouver l'UDR de Éric Ciotti, qui est le nouvel allié depuis les dernières législatives de Marine Le Pen. Il y a des premières divisions sur le budget, notamment parce que l'UDR se veut beaucoup plus de droite économiquement, beaucoup plus libéral. Donc on voit les premières difficultés de cette alliance. Un autre parti assez libéral, c'est le parti Reconquête, donc fondé par Éric Zemmour pour sa présidentielle en 2022, avec là je vous ai mis Stanislas Rigaud, qui est l'un des chefs entre guillemets du parti aussi, qui est le chef de la section jeune et qui a une place très importante. Et là Gilbert Collard, assez connu aussi comme personnalité d'extrême droite. Mais il y a beaucoup moins l'idée de proche du peuple, beaucoup moins d'idées de populistes chez Reconquête. D'ailleurs, je vous l'ai pas mis, j'aurais pu mettre la personne de Philippe de Villiers aussi avec eux. On est sur un programme économique qui va beaucoup plus être alors qui va pouvoir être interventionniste sur certains points, mais beaucoup plus libéral, mais on n'est pas sur les plus libéraux, on n'est pas sur de la droite ou du centre libéral classique. Mais on va sentir, ça va être plus un vote de la bourgeoisie pour Reconquête. Là où le vote du Rassemblement National, voilà, va plus se baser sur un vote populaire des ouvriers. Et depuis très peu de temps, on a une scission au sein de Reconquête, entamée par Marion Maréchal Le Pen, qui va fonder un parti nommé Identité et Liberté, auquel elle va faire venir 5 eurodéputés qui ont été élus avec elle. Enfin, 4 autres eurodéputés. Ils ont été 6 à être élus au Parlement européen aux dernières européennes. Donc on va trouver Guillaume Pelletier, ex numéro 2 des Républicains, et Nicolas B, ancien du Rassemblement National,
Le but étant de créer un autre parti qui, elle espère toujours faire une alliance avec le Rassemblement national. Euh, à voir ce que cela donnera. Là, je vais venir sur quelques organisations d'extrême droite. Donc, bon, dans l'histoire, il y a l'OAS, l'organisation de l'armée secrète, qui était fondée par des généraux qui souhaitaient garder l'Algérie française, qui ont tenté notamment des attentats contre le général de Gaulle. Donc, c'est un groupe qui continue d'avoir ses admirateurs. Plus pour l'Algérie française, mais parce qu'ils sont vus comme des patriotes de toujours, des personnes qui ont voulu absolument lutter pour la patrie. Et donc il y a beaucoup d'admirateurs encore de l'OAS et certaines personnes qui essayent de refonder une sorte d'OAS. Alors c'est plus dans les milieux militaires, mais on trouve voilà beaucoup de mouvements se revendiquant de l'OAS. On peut compter aussi le groupe Génération Identitaire, alors qui a été dissous, n'est plus censé exister, mais il y a toujours des boucles Telegram, par exemple, de Génération Identitaire. Donc c'est un groupe d'ultra à droite, connu pour ses actions violentes, euh, qui avait soutenu Éric Zemmour lors des dernières présidentielles. Il y avait eu notamment des bagarres dans un de ces meetings qui avaient été mené par des personnes de génération identitaire. À Lyon, on trouve dans le centre-ville le groupe Les Remparts qui veut défendre le centre-ville de Lyon contre toute invasion étrangère à la culture euh, chrétienne et européenne, surtout française d'ailleurs. Donc voilà, donc c'est un groupe qui se veut de défense, tout comme le GUD. Alors là, bon, là c'est le logo du GUD de Paris. J'ai pas trouvé de logo du GUD national parce qu'apparemment il n'y a pas l'air d'en avoir particulièrement, ou alors c'est juste des lettres écrites noir sur blanc, GUD. Donc ça n'a rien de spécial. Donc c'est des groupes qui se créent dans certaines villes. Donc les remparts c'est un héritier du GUD Lyon parce que officiellement le GUD a été totalement dissous, mais il reste encore des groupes. Généralement, ils permettaient à des organisations euh, féministes d'extrême droite, syndicalistes d'extrême droite, de faire leur cordon de sécurité. Et en fait, dès qu'ils rencontraient d'autres groupes sur le chemin, généralement ça a éclaté en bagarre. Il y a notamment eu, voilà, dans des manifestations féministes récentes, en fait, il y avait plusieurs manifestations. Il y avait des groupes féministes d'extrême gauche qui manifestaient, des groupes féministes d'extrême droite qui manifestaient à d'autres endroits, et chacun avait leur groupe leur cordon de sécurité. D'un côté le GUD, de l'autre côté des groupes antifascistes, et c'est souvent que ça se battait. C'est pour ça qu'il a été dissous aussi. Mais on retrouve encore une fois toujours, ben, on peut trouver des boucles Telegram, toujours des drapeaux, des membres qui continuent à se réunir. Donc, au final, un autre groupe peut naître des cendres du GUD facilement. Côté étudiant, on a l'UNI ou la cocarde étudiante, qui sont des associations de jeunesse ou syndicats étudiants. Donc on va retrouver surtout chez la cocarde étudiante l'idée de priorité nationale par rapport aux aides du Crous. Chez l'Uni, on va trouver la volonté aussi une volonté assez nationaliste et populiste d'aide aux étudiants, surtout français. Alors il n'est pas inscrit noir sur blanc dans leur programme l'idée de priorité nationale, mais on y retrouve des traces. Enfin, j'aimerais terminer par la presse d'extrême droite. Donc on va trouver Sud Radio, assez connu pour des prises de position d'extrême droite et complotistes. Ça les empêche pas d'inviter des gens de tout univers politique.
Mais voilà, donc on va surtout retrouver le complotisme à Sud Radio, la volonté de faire le buzz, et après on va trouver notamment des personnalités comme Jean-Jacques Bourdin, connu pour être plutôt à l'extrême droite. Il va y avoir le journal du dimanche, qui a été racheté récemment, euh, et qui a pris une ligne éditoriale aussi à l'extrême droite. La chaîne CNews du groupe Bolloré, connu notamment pour ses émissions avec Pascal Pro ou ses émissions qui prônent les valeurs chrétiennes pour faire généralement le buzz euh, sur des questions vis-à-vis d'immigration, ou la dernière fois c'était la présentation de l'avortement comme la première cause de mort en France. Et enfin, il y a le journal Valeurs Actuelles qui lui va, alors toujours dans une optique euh, de prôner des valeurs d'extrême droite, mais qui va beaucoup moins faire le buzz. Ça va être tourné vers l'extrême droite, c'est sûr, mais il y a moins cette idée de toujours faire le buzz. Voilà cette vidéo sur l'extrême droite en France. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ce format vous plaît, cette représentation, ce tour d'horizon vous plaît. Si jamais c'est absolument pas ce que vous attendez, dites-le moi pour que j'essaye de faire quelque chose d'autre pour les autres courants politiques. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous commençons